Bon retour parmi nous pour cette deuxième table ronde sur la conception des systèmes numériques innovants, le rôle clé de l'humain. Alors on a eu un petit teasing sur la première table ronde précédemment avec Bertrand Castanet qui avait évoqué ce sujet. On va voir plus en profondeur avec des experts parmi nous. Donc Florian Larue, responsable du département système centré sur l'humain au sein du CATI. À ses côtés, François Daquin, qui est directeur UX designer donc chez Asobo Studio et aussi donc Holoforge Interactive, connu pour ses activités dans la réalité mixte. Et puis, on a le plaisir aussi d'accueillir Marc Douilly, donc, qui est responsable R&T sur des activités d'assemblage, d'automatisation et de digital, évidemment, chez Stelia Aerospace. Merci messieurs d'être à mes côtés pour cette seconde table ronde d'experts donc sur les systèmes, on va dire, centrés sur l'humain. Et pour ouvrir ce sujet, j'ai un petit peu envie que vous commenciez par me rappeler, dans vos métiers respectifs, finalement, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce sujet, à ce thème. Alors Florian Larue, vous particularité, c'est que vous êtes docteur en sciences cognitives liées aux apprentissages de la VR, donc de la réalité virtuelle. Vous avez monté une start-up précédemment avant de rejoindre le CATI, dans le domaine de la VR et de la santé. Et c'est quelque chose aussi qui peut-être qui vous a influencé, qui vous a aussi ouvert le regard, au-delà de votre thèse peut-être sur ce sujet-là. Quelque chose aujourd'hui qu'on retrouve finalement dans vos activités au quotidien au sein du CATI. Le rôle clé de l'humain, c'est ça ? Oui, complètement. Mon parcours est un peu atypique en fait parce que j'ai commencé par faire de l'informatique en fait et je me suis très vite aperçu qu'on concevait des systèmes qui étaient peu adaptés à l'humain et qui étaient difficiles à utiliser. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai continué finalement les études pour faire le NSC, donc l'École nationale supérieure de cognitique. Puis ensuite, je suis parti sur une thèse en réalité virtuelle où j'ai travaillé sur les interfaces homme-machine et où l'idée était de regarder un petit peu quel était l'impact de l'activité motrice en réalité virtuelle sur les apprentissages. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a de fausses idées qui sont générées par plein de biais, mais il y a de fausses idées et la course à l'immersion ou la course au réalisme n'est pas forcément la solution adéquate. Et au fur et à mesure de mes expériences, j'ai continué à bosser sur ces sujets-là. Toujours lié à l'humain et l'intégration de l'humain dans les nouvelles technologies. Alors on va combattre plusieurs préjugés au cours de cette table ronde et puis je vous le dis d'ores et déjà, messieurs, dames, on terminera par une séquence no bullshit, hein, j'en dis pas plus, mais quelqu'un a mis ça au programme de cette table ronde, vous verrez bien. Marc Douilly, vous êtes donc, je le disais donc, responsable d'une équipe R&T au sein de Stelia Aerospace. Votre thème, c'est système industriel et assemblage. Comment est-ce que, depuis ce thème-là, on arrive à ce sujet de l'humain et du facteur humain ? Alors bonjour à tous, déjà. Je vous remercie de m'avoir invité à participer à cet échange. Donc effectivement, j'anime une équipe qui est en charge d'un portefeuille de projets sur différents thèmes dans l'aéronautique. Stelia Aerospace est un fabricant d'aérostructures à l'échelle nationale et mondiale. Dans ce portefeuille de projet, donc système industriel et assemblage, donc ça peut vouloir dire un certain nombre de choses. À l'intérieur de ça, il y a des sujets sur la co-conception produit-process, nécessairement, puisqu'on travaille sur de la conception de produits d'aérostructures. On a des thèmes sur l'automatisation et on a des thèmes également sur l'assistance aux opérateurs, puisque une part importante de l'activité d'assemblage d'aérostructures est réalisée aujourd'hui manuellement, et sera réalisé manuellement encore pendant très longtemps. Et donc, nécessairement, on se doit à un moment de se poser la question, pour apporter plus de valeur à nos opérateurs, comment mieux les assister dans leur métier au quotidien, comment leur apporter des outils qui leur permettent de pouvoir mieux adresser les activités qu'ils ont à faire, mieux ressentir de bien-être au travail, développer leurs facteurs d'engagement et ce genre de choses. Donc c'est un thème important de par la nature de l'activité que nous adressons aujourd'hui. Et je rebondis aussi sur une des conclusions qui a été tirée de la table ronde précédente, puisqu'on a parlé effectivement de techno-push.
Et c'est un thème sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. On a travaillé pendant de nombreuses années sur de la technologie, avec l'émergence de la réalité augmentée, notamment la réalité virtuelle. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui ont émergé et qui sont encore en train de trouver un peu leur public aujourd'hui dans des entreprises comme les nôtres. Et pendant très longtemps, on s'est dit la réalité augmentée, ça peut être bien, on peut regarder ce qu'on peut en faire, et puis on va dans ce sens-là pour se rendre compte finalement que on a du mal à bien trouver le chemin et que ça peut terminer en échec. Et donc on se doit à un moment donné, et c'est ce qu'on fait notamment avec Florian et le CATI, de se poser les questions, remettre les choses dans le bon ordre, pour se poser les questions, qu'est-ce que j'essaye d'apporter, comment je le fais et comment je développe les technologies pour réussir à aller adresser ce thème-là de l'humain et de l'assistance aux opérateurs. Donc bon, s'il y avait un compteur de préjugés combattus dans la salle, je pense que le score aurait déjà grimpé, puisque on voit bien que système industriel et assemblage, finalement, c'est aussi, et peut-être même avant tout, un sujet lié à l'humain. C'est ça que vous nous dites? Ça en fait partie nécessairement. Il faut à un moment, alors nous, on développe des technologies au service de la fabrication de nos produits industriels. Donc évidemment, peut venir à la tête de tout le monde l'automatisation. Et donc forcément, le fait de nécessairement devoir avoir un partage d'activités entre automatisation et opérateurs, il faut trouver un juste équilibre. Le tout automatisé, ça peut marcher peut-être dans certains secteurs. Il y a un moment besoin d'humains de toute façon, même derrière les machines, pour les piloter. Donc l'humain continue à avoir un rôle clé derrière tout ça, et d'autant plus quand on a encore, comme nous, une grande part d'activité manuelle qui de toute façon ne peut pas être automatisée en l'état. Merci Marc Douilly pour ces propos. Alors François Daquin, en préparant cette table ronde, alors déjà il faudrait rappeler que François Daquin travaille chez Asobo, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est grâce à eux, c'est à eux qu'on doit justement ce titre vidéoludique très populaire, Flight Simulator. Je vous invite à l'essayer si vous ne l'avez pas encore testé. Alors il y a aussi d'autres productions, il y a eu Fuel, Ratatouille aussi à l'époque, il y a eu des différentes licences comme ça qui ont été adaptées, et puis aussi un studio assez avant-gardiste, puisque vous avez été parmi les premiers à vous lancer dans la réalité mixte sur les casques HoloLens. Et d'ailleurs, vous avez fait aussi Fragment, donc une expérience aussi vidéoludique sur HoloLens. Les tout premiers, je crois même, les tout premiers jeux vidéo sur HoloLens, on les doit à Asobo Studio et donc à sa filiale HoloForge. Et en discutant avec vous, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, et j'ai compris que c'était un préalable nécessaire à établir avant d'avancer davantage dans cette table ronde, il faut vraiment, je pense, et c'est important, cher public, accorder un moment d'écoute, faire maintenant le distinguo sur ce qu'est vraiment l'UX. Alors, il nous faudrait peut-être une journée entière, je sais surtout s'il y a des spécialistes parmi vous, mais je sais que comme vous êtes talentueux, vous allez être capable en très peu de minutes de nous expliquer ça. Et pourquoi quelque part, disons-le entre nous, il y a un petit coup de gueule là-dessus. C'est assez simple, c'est que l'UX c'est le nouveau mot à la mode pour trouver du boulot aujourd'hui. On va pas se mentir, ça regroupe absolument tout et 50 différents métiers. Donc c'est un fourre-tout dans lequel tout le monde essaye de rentrer et qui fait qu'on a une très mauvaise visibilité. Alors, je pense notamment avec nos amis du CATI et avec le monde de la recherche qui nous voit un peu comme souvent un peu des imposteurs, parce qu'il y en a. L'UX, ça vient de User Experience, c'est justement donc la conception centrée utilisateur, c'est-à-dire de prendre en compte les utilisateurs dans la réalisation d'une application, quelle qu'elle soit, pour que, comme on le disait tout à l'heure, vous ne fassiez pas une application qui sorte et qui en fait ne corresponde pas à la cible. Et donc dedans il y a plein de métiers. Nous ce qu'on fait de notre côté, donc en tant qu'entreprise, c'est vraiment les incorporer en fait au sein de la production, du début à la fin, dans la recherche, dans la conception, dans l'idéation, dans les tests utilisateurs. Et donc c'est pour ça que moi j'appelle la conception centrée utilisateur. Et la différence qu'il y a ici avec quand on parle d'humain, c'est de prendre tout ce que nous on va pas être capable de voir. C'est-à-dire que moi, je vais faire des tests avec des utilisateurs, je vais y voir des retours sur l'application, mais il y a tout ce qui ne transparaît pas dans les retours. Donc tout ce qui va être l'aspect cognitif, la perception, l'attention, ces choses-là qu'un utilisateur ne sait pas exprimer.
et dans lesquels il y a les sciences cognitives, par exemple. Donc nous, on travaille des acteurs comme le CATI qui nous permettent justement d'observer ces choses-là et d'agrémenter. Mais moi, je distingue bien donc, le design, donc la conception avec l'utilisateur et pour l'utilisateur, qui nous permet d'avoir les feedbacks de qu'est-ce qu'ils ressentent, et de la version sciences cognitives qui nous ramène toute cette chose qu'on ne voit pas et qui fait la valeur ajoutée à la fin. Voilà. Dans l'esprit du public, voilà, j'aimerais bien justement, merci pour cette pédagogie, qu'on comprenne bien que justement l'UX, donc l'expérience utilisateur, c'est pas juste une affaire de faire une petite interface jolie et animée réalisée par un graphiste sympa au demeurant, mais qui a vu, je sais pas moi, peut-être cette vidéo, tiens, et qui s'est dit que l'UX pouvait être bien. Voilà, c'est pas juste ça. On voit bien que c'est s'appuyer sur des méthodes et sur des approches scientifiques, c'est ça vraiment l'idée. Tout à fait. Des sciences cognitives en fait. Oui, alors de toute façon, le principal problème aujourd'hui, et vous le voyez rien que dans les offres d'emploi, c'est qu'on cherche des UX, UI, donc UX User Experience et UI User Interface, qui sont diplômément les gens qui font les interfaces. Les interfaces, c'est une partie minime de la création d'une conception, et dans l'expérience utilisateur, effectivement, c'est l'interface entre votre application et l'utilisateur. Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est des graphistes qui viennent se proposer en tant que UX designer, mais qui ne vont pas du tout avoir une approche centrée utilisateur qui correspond à commencer par une recherche préalable, juste avant même de commencer, même de remettre en cause la problématique, est-ce qu'on a bien identifié la cible, et de faire tout ce travail de réflexion avec l'utilisateur avant de se lancer dans faire des belles maquettes et puis lancer le développement. Il faut lever le bouton. Oui, alors, j'ai une annonce à passer. Alors, c'est pour une vente sur le Bon Coin. Alors, donc il y a une voiture qui gêne le traiteur, c'est une Opel Zafira, immatriculée BH 579 CD du département de la Gironde. Non, ça personne dans la salle, pas d'Opel Zafira. Bon. Oui. Voilà. Marc, je voulais préciser un petit peu ce que disait François. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, François. Alors c'est marrant parce qu'on en a parlé juste avant et en fait, je suis pas certain qu'on ait parlé de ça durant tous les projets qu'on a eus. Et c'est une vision commune que l'on a. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'UX design, on a du mal à prendre en compte certaines capacités de l'utilisateur et on design des interfaces sans en fait connaître la façon dont l'utilisateur fonctionne, comment le cerveau est fait. Parce que quand vous designez des interfaces, il y a des choix de conception en fait, qui vont améliorer les performances de l'utilisation du système ou des choses comme ça. Et c'est en ça, en fait, pour moi, qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans le terme du UX design, c'est que toutes ces problématiques-là, qui sont ultra importantes finalement, ne sont pas adressées. Et donc il manque un petit peu cette validité scientifique de la conception des interfaces dans le terme UX design. Oui. Voilà. Florian Larue, vous m'avez dit en préparant cette table ronde, je distingue l'innovation technologique des usages. Je pense que c'est très important parce que finalement, tout à l'heure Marc Douy parlait de techno-push. C'est ça aussi, finalement, aussi, ce qui va distinguer cette approche de la conception centrée sur l'utilisateur, c'est qu'on va s'intéresser aux usages qui existent peut-être et à ceux qu'on veut pousser. Alors, en fait, oui, c'est vrai que nous, au CATI, on a une approche qui est très usage et on va d'abord essayer de comprendre l'humain dans sa globalité, dans la façon dont il va interagir avec le système, dans son métier, dans les capacités cognitives motrices, avant de concevoir le système. En fait, un des problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on pense très techno, c'est-à-dire qu'on va révolutionner un usage en poussant une technologie. Et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Donc une solution, ça ne fonctionne pas et que ce n'est pas accepté. Donc une solution pour pallier à cette problématique, c'est d'intégrer l'humain dans la conception et d'avoir toute cette analyse assez fine, en fait, qui va permettre d'anticiper les futurs problèmes d'usage et donc toutes les problématiques techniques et technologiques qu'il peut y avoir. En fait, si on prend l'humain à la fin de la conception d'un système numérique, généralement ce qui se passe, c'est que ce n'est pas adapté à l'utilisateur final et que quand on s'en aperçoit, il est très difficile en fait de remettre en cause tout l'investissement technologique et humain qui a été mis en place. Est-ce que ça veut dire que quand c'est pas adapté, c'est pas accepté ou pas tout à fait? Voilà, ça c'est une bonne question. Est-ce que c'est pas adapté? Je sais pas trop. Je pense que c'est un des avantages majeurs justement de cette réflexion-là, c'est que
ça permet de faire même d'accepter la technologie, quoi. C'est combien d'applications, combien c'est mon domaine préféré, les progiciels sont sortis et n'ont pas du tout fait mouche parce que justement pas du tout adaptés, technologiquement super fort, super pertinent. Et en fait derrière l'usine à gaz à utiliser fait que l'outil est très bien, n'est pas utilisé ou est très fastidieux, donc les entreprises ne l'utilisent pas. Et ça, j'ai des exemples par kilo. Partout. Ouais. Oui. Alors, moi, je me souviens, Marc Douy, ça me fait penser Progiciel, quand vous m'avez dit que vous repensiez peut-être aussi au passé, à ceux qui travaillaient là avant nous, et vous vous avez dit, mais comment était perçue la première introduction de l'ordinateur dans les bureaux d'études? Imaginez-vous ces métiers qui travaillaient avec le papier, etc., même des écrans noirs à la craie, je ne sais pas, des choses comme ça. Des tableaux noirs, pardon, écran, des tableaux noirs. Oui. Comment c'était perçu? Est-ce qu'il y a eu un engouement? Est-ce que l'histoire se répète à chaque fois? En effet, c'était en réponse à la question d'ailleurs sur est-ce que les facteurs humains c'est quelque chose de nouveau dans la prise en compte des facteurs humains dans le développement et l'innovation technologique. Et effectivement, moi, ça me remet en mémoire. En fait, dans un moment donné de l'histoire, dans tout développement technologique qu'il y a pu y avoir, allant d'une poignée de porte, d'un interrupteur ou n'importe quoi, il y a quelqu'un derrière, un ingénieur, un concepteur, un technicien qui a pensé à la personne qui allait utiliser le dispositif en question. Donc je pense que les facteurs humains ont toujours essayé d'être pris en compte. Et c'est vrai que je repense, puisque j'ai des collègues qui ont vécu un petit peu les premiers ordinateurs arrivés dans les entreprises, cette petite bête un peu bizarre qui était introduite de façon un peu forcée, parce qu'en fait, ça répondait à un besoin de l'entreprise, mais sans forcément aller répondre tout de suite aux besoins des utilisateurs, en leur disant, vous verrez, ça va vous apporter de la valeur, etc. etc. Ils n'ont pas eu le choix, ils ont dû s'y mettre. Il y a eu des ingénieurs qui ont pensé à comment est-ce qu'on allait les utiliser. On n'a pas pris forcément à cette époque-là en compte le besoin de l'utilisateur final. Et je voulais rebondir justement, parce que des fois, à la question de dire qu'est-ce qu'on fait de quelque chose qui a été mal conçu, des fois on n'a pas le choix. On est obligé d'utiliser, et que ce soit des technologies de service aux opérateurs ou des machines. En fait, surtout les machines, on n'a pas le choix, on est obligé de les utiliser. On a tout un tas d'environnements logiciels aujourd'hui avec lesquels on travaille au quotidien. Voilà, il faut s'y adapter. Et des fois, on en souffre. Et puis des fois, on en trouve un petit peu de plaisir et de bonheur quand on se dit « Oh là là, ça a été bien pensé ». Donc, ouais, ça anime en moi tout un tas de réflexions sur comment c'était avant. Et je pense que c'est toujours bien de se rappeler aussi, de se remettre un petit peu en perspective, parce qu'on est tous dans nos métiers en quête de toujours aller en avant. Alors, regardez un petit peu aussi comment est-ce que le passé a été construit peut nous aider à aussi mieux construire le futur sur ces thèmes-là, en tout cas. Et la mauvaise conception, parfois, ça peut être une sorte de surperformance technologique. Florian Larue, vous m'avez dit le temps de réponse d'un algorithme. Enfin, ça peut être. Alors, on en parlera à la prochaine table ronde sur l'intelligence artificielle. Mais un temps de réponse d'un algorithme. Enfin, dans le jeu vidéo, d'ailleurs, on est en millisecondes quand on parle de temps réel. Alors, dans l'industrie, ça va dépendre des métiers, des filières, mais parfois, ça peut être une donnée qui va être rafraîchie une fois par jour, ou une fois par heure, ou une fois par minute, ça peut suffire. Mais dans le jeu vidéo, on est en millisecondes. Florian Larue, vous m'avez dit, ouais, mais un algorithme qui m'envoie X informations, enfin des centaines ou des milliers d'informations par seconde, ça peut paraître trop long pour les ingénieurs qui vont chercher à l'optimiser, mais l'humain, lui, il ne peut pas se satisfaire de ça. Alors en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut driver la recherche par l'usage, surtout. Parfois, en fait, on va avoir une idée préconçue d'aller très loin dans une technologie. Donc, je parlais par exemple, un algorithme où on doit améliorer sa performance en termes de rapidité. Mais en fait, la question qu'il faut se poser derrière, c'est combien de temps ça va me coûter, quel est le temps humain et le coût économique que ça va me coûter, et qu'est-ce que ça va apporter à l'utilisateur final. Et ce qu'on voit trop souvent, en fait, c'est encore cette problématique de techno-push. Et en fait, plutôt que de se dire cet algorithme-là, il doit être amélioré, c'est se dire est-ce que si je l'améliore, ça a un impact pour l'utilisateur.
Et en règle générale, on va souvent trop loin dans la technologie, et ce temps-là pourrait être réinvesti ailleurs que dans cette amélioration technique qui finalement n'améliore pas la performance ou l'acceptabilité de l'usage final, quoi. Ça, on va lever des verrous techniques, mais parfois on va prendre le problème à l'envers, quoi, parce que finalement on va piloter cette R&D en étant concentré sur le fait de lever ces verrous techniques, et puis on va oublier en fait qu'on ne va pas répondre à des usages attendus, c'est ça aussi. Et à la fin, finalement, on n'a pas vraiment optimisé nos coûts de R&D. Ben oui, voilà, c'est ça. C'est qu'à la fin, en réfléchissant, enfin, parfois il y a besoin d'aller à ce niveau d'avancée technologique, mais quand on intègre un humain, quand la technologie qu'on développe est pour un humain, je pense qu'il faut un petit peu voir le problème à l'envers et se dire que c'est l'usage qui doit driver en fait la technologie, parce qu'autrement on part dans des choses qui vont être compliquées, qui sont souvent compliquées à mettre en place et qui n'ont pas d'impact en fait sur l'utilisateur, et qui en fait l'utilisateur verra pas la différence, et donc on investit du temps et de l'argent pour des choses qui sont pas valorisables en fait pour l'utilisateur. Donc on va adapter les systèmes aux humains, mais on adapte aussi les humains au système un peu. Est-ce que c'est pas avancer vers l'humain augmenté? Est-ce que c'est facile de faire des humains augmentés? Et même, est-ce que ça a vraiment du sens de faire des humains augmentés, Marc Douilly? Alors, l'humain augmenté, enfin, il y a plusieurs noms derrière ça. C'est un petit peu comme UX en fait. On y met, on enrobe un package avec des mots. On a appelé ça opérateur assisté, humain augmenté, augmented worker. Enfin, ça fait de nombreuses années que je travaille dans l'aéronautique, et ça fait de nombreuses années qu'on s'intéresse à l'assistance aux opérateurs. Et depuis longtemps, avec, comme je le disais, l'émergence des nouvelles technologies, on a pris le sujet en se disant, voilà, il y a une nouvelle technologie ou une boîte qui a créé un truc, on va regarder, est-ce que ça peut apporter de la valeur à l'utilisateur? Et donc on prend le sujet dans le sens du techno-push, au final, pour regarder ensuite si c'est intéressant pour l'entreprise. Et seulement à la fin se dire, bon alors utilisateur ou opérateur, es-tu content de la technologie que je t'ai apportée? Là où on essaye maintenant de effectivement reprendre le sujet dans un sens un peu différent, de se dire, il y a ce thème, effectivement, à assister les opérateurs. Pourquoi je le fais? C'est pour leur apporter de la valeur, enfin pour apporter de la valeur à l'entreprise, hein, puisqu'il ne faut pas non plus oublier ça. L'entreprise a aussi vocation à être plus productive, à travailler un peu sur ces pain points qui induisent des non-qualités, du manque de productivité, ce genre de choses. Et donc pour faire ça, l'humain étant un acteur important de la chaîne de valeur, comment je fais à un moment donné pour essayer d'améliorer et de lui apporter plus de valeur par son engagement, par des dispositifs lui permettant à un moment d'être plus conscient de la valeur qu'il apporte à l'entreprise en fait. Et pour moi aujourd'hui, l'opérateur assisté, en tout cas c'est comme ça que je le trace dans la feuille de route de recherche qu'on aborde chez Stelia Aerospace, c'est vraiment pour essayer d'identifier les endroits où on peut lui apporter de la valeur avant d'aller développer des technologies. Parce qu'on l'a fait aussi, hein, développer des technologies qui ont apporté effectivement de la valeur, et puis d'autres, un certain nombre, qui à un moment donné ont fini au placard. Le mot a été cité tout à l'heure, parce que pendant 1 an, 2 ans, on a essayé de pousser un peu à l'usage, parce qu'on se disait si, on a fait des business cases, ça apporte de la valeur. Pour en fait, c'est assez facile de démontrer qu'une technologie qui est utilisée par un opérateur ne fonctionne pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le techno-push, ça remplit les placards, c'est ça, Ali? Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ça conduit à un moment donné à peut-être réinvestir de l'argent pour essayer alors de s'adapter mieux aux besoins des utilisateurs pour éviter de finir dans les placards. Wow. François Daquin. Comment, chez Asobo et Holoforge, comment vous appréhendez ça quand on vient vous voir, et forcément, on vient vous voir parce qu'il y a quelque chose qui brille, c'est cette réalité mixte.
On se dit, tiens, j'ai envie de mettre un casque sur la tête et en avant, je deviens un super-héros. Comment on calme les ardeurs, comment sans doucher les enthousiasmes, et comment est-ce qu'on arrive justement à la fin à livrer quelque chose qui est utilisé par les opérationnels? Je pense que c'est notre spécialité chez nous, c'est qu'on est très chiant, en fait, d'une manière générale, quand un client vient nous voir, puisque la première chose qu'on va essayer de voir, c'est justement quelle est sa problématique, comment il l'a analysée, et qu'est-ce qui est pour lui la solution. Alors effectivement, il y a des gens qui viennent nous voir juste pour, et ça existe encore, juste faire une application en réalité mixte parce que c'est bien, parce que ça inscrit l'entreprise dans une dimension d'innovation, pour rien, sans objectif. Et alors nous, on est les spécialistes pour dire, en fait, là, si vous voulez, ça ne sert à rien même d'utiliser le casque pour votre problématique parce que vous auriez bien pu le faire avec un autre médium. Et nous, il y a une expression qu'on sort souvent à nos clients, c'est que ça ne sert à rien d'aller pêcher la grenade. C'est qu'il faut utiliser en fait la technologie quand elle est là. Donc aujourd'hui, elle fait briller, mais passer l'effet waouh, vous le voyez, si l'application n'est pas fonctionnelle, elle ne sert à rien, elle ne sera pas utilisée. Donc nous, la première chose qu'on fait, même avant même de juste de se lancer dans la réponse, de commencer à conceptualiser une solution, on va aller sur le terrain, on va essayer de comprendre exactement la problématique pour en sortir en fait, une reformulation de la problématique et se dire est-ce que le casque s'y prête ou pas. Et il arrive que souvent on nous dit bah non en fait, ça ne sert à rien. Donc ça vous arrive de refuser des sollicitations? Oui. Oui, parce qu'on sait qu'à la finalité, nous on ne veut pas s'inscrire justement dans une démarche de juste des produits waouh. On essaie de répondre à des problématiques et parce que nous on vient du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, même si on pourrait croire la poudre aux yeux, ça ne suffit pas. Si votre jeu il ne fonctionne pas, s'il ne répond pas voilà, à une nouveauté, à la cible, en fait il n'est pas acheté en fait, tout simplement, il est mis de côté et là vous perdez juste de l'argent. Est-ce que vous nous dites que finalement le jeu vidéo c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait la prose sans le savoir, vous faisiez des facteurs humains sans le savoir avant qu'on parle un peu que les sciences cognitives soient populaires, parce que finalement un mauvais jeu vidéo il est rejeté d'office, voilà, on ne sait même pas, c'est un circuit encore plus rapide que le techno-push qui remplit le placard, c'est direct, il n'est pas acheté, c'est ça? Alors, je n'utiliserai pas le mot facteur humain parce que c'est trop précis. Par la force des choses, donc les game designers, donc c'est les personnes qui designent les jeux, en tout cas avaient cette attention particulière à intégrer les joueurs en amont des projets, de faire des tests. Engagement des utilisateurs, c'est ça? Tout à fait. Et obligatoirement, parce que si vous voulez, si vous faisiez votre jeu et que vous le sortiez, c'était terminé en fait. C'était pas là que vous aviez une problématique. Donc ils le faisaient, mais par contre, c'était de l'essai-erreur beaucoup, parce qu'on a cette culture itérative depuis longtemps, de ce qu'on appelle chez nous, donc qui vient de chez Pixar, c'est on est très fort pour faire de la merde rapidement en fait, on dit souvent. C'est que notre but c'est de nous planter vite pour réussir vite. Et le problème c'est que ça c'est quelque chose qui est typiquement français, la culture de se planter c'est un échec. Chez nous, se planter c'est apprendre quelque chose. Et c'est que dans la recherche on a cette mentalité-là. Et c'est ce qui fait que je pense que les designers n'ont jamais eu trop de problèmes à tester, itérer et tester avec la vraie cible et pas avec le copain d'à côté qui a des biais par kilo. Alors ça me donne une formidable transition vers Florian Larue qui met en avant les méthodes agiles. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, Florian Larue, pourquoi est-ce que les méthodes agiles, c'est devenu quelque part un peu la clé de voûte de votre démarche? Alors les méthodes agiles, c'est une méthodologie pour nous sur laquelle on se base. Alors il y a pas mal de concepts là-dedans. C'est basé sur de l'itération et de la conception centrée utilisateur, mais on utilise certaines propriétés en fait. On ne va pas forcément aussi loin dans la mise en place de ces méthodes. Mais en tout cas, c'est une méthode qui permet de concevoir assez rapidement en levant des verrous techniques et humains. Parce qu'ils sont identifiés, les faire tester par l'utilisateur et puis de reboucler comme ça en réintégrant en fait les retours des utilisateurs dans le développement. Ce qui est intéressant avec ça, c'est aussi qu'on repriorise en fait les développements en fonction des retours des utilisateurs. Et on s'aperçoit souvent en fait que quand on prend par exemple un cycle en V où on a une entrée, une sortie, il y a plein de fonctionnalités qui sont mises en place en fait et il n'y a pas de test utilisateur entre et on s'aperçoit qu'à la fin que le système n'est pas adapté. La méthode agile, elle apporte beaucoup plus de souplesse et elle permet de se focaliser en fait, enfin c'est plus la conception centrée utilisateur que la méthode agile. La conception centrée utilisateur elle permet de se focaliser sur les fonctionnalités qui sont importantes sur l'utilisateur
Et ces cycles d'itération apportent ça en comparaison avec un cycle en V et cette repriorisation. Donc certes, on aura peut-être un système qui sera moins une usine à gaz, comme tu disais François tout à l'heure, mais par contre les usines à gaz, de toute façon, on utilise peut-être 20% des fonctionnalités, et c'est ces 20% qui sont mal faites. Et donc la méthode agile, elle se focalise sur ces 20%, enfin la conception centrée utilisateur se focalise sur ces 20%, et au moins elles sont mieux faites. Alors elles ne sont pas toujours super bien faites, mais elles sont beaucoup mieux adaptées parce qu'on se focalise sur ces 20% et qu'on a des retours utilisateurs. Alors, on va parler de la loi de Pareto tout à l'heure, mais Marc Douy veut réagir. Oui, j'ai juste un petit élément à ajouter sur cet aspect méthode itérative à cycle assez court. Il y a aussi derrière ça la notion de business value. Moi, c'est quelque chose que j'apprends cette année, parce que je suis product owner sur une application basique de gestion économique de projet au sein de notre entreprise, et on s'est mis évidemment effectivement à se mettre dans un cycle un peu de développement itératif, et les informaticiens qui m'accompagnent dans ce développement-là en fait insistent beaucoup sur la business value, c'est-à-dire que quand on va déployer un patch, une amélioration, parce que des améliorations sur des logiciels, il y en a tout le temps, ce patch qui va être déployé, quelle valeur va-t-il apporter aux utilisateurs finaux? Est-ce que c'est quelque chose qui est prioritaire? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être reporté à plus tard, et donc à un sprint suivant? Et donc, et puis, est-ce qu'à la fin de ce sprint, je vais effectivement apporter la valeur attendue? Et ça, c'est extrêmement important, je pense, dans la conception centrée utilisateur, cette notion de business value. Alors bon, ça doit se traduire de différentes manières en fonction des métiers, mais nous, on appelle ça comme ça parce que ça apporte effectivement de la valeur à l'utilisateur final au moment où je vais le déployer. Donc, si j'entends bien, là, en vous écoutant attentivement, messieurs, il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque moment de l'effort, on se pose la question de sa priorité, de sa hiérarchie, c'est ça? Et complètement. Et c'est vraiment pas évident de se mettre à la place des utilisateurs finaux. Et je pense que ça, c'est ce qui était fait effectivement avant, se mettre à la place des utilisateurs en se disant, bon, je pense qu'ils vont utiliser l'application comme ci, comme ça, machin. Et le fait d'avoir des cycles très courts et itératifs, ça permet d'aller capter tout de suite en fait, le feedback et de pouvoir l'intégrer assez rapidement dans les développements suivants, ce que disait Florian. Donc des boucles de feedback utilisateur, donc ensuite on procède par itération, on comprend bien, mais finalement c'est un centrage humain très fort, mais j'ai l'impression que c'est pas que côté utilisateur ce centrage humain, c'est aussi côté acheteur. Florian Larue, vous aviez aussi souligné ce point-là en disant que il y a aussi une contrepartie, c'est-à-dire que ça peut avoir aussi un coût d'entrée sur le sujet, un coût de relation de suivi, même si ces méthodes agiles paraissent être un outil naturel des métiers du facteur humain. Répondre à ce besoin d'humain, c'est aussi placer le curseur au bon endroit, et donc c'est aussi un travail qui est effectué aussi côté acheteur, c'est-à-dire qu'on essaye d'apporter le bon niveau de granularité à l'entreprise, en soulignant le fait que ce n'est pas uniquement un livrable final pour un utilisateur, c'est aussi, finalement, je crois que c'est Marc Douilly qui m'avait dit ça, c'est que le chemin est aussi important que l'arrivée, quoi. Et donc ça nécessite un effort peut-être pédagogique très particulier auprès des décideurs. Ouais, en fait, c'est vrai que c'est une vraie difficulté, enfin une difficulté. Lorsqu'on implémente ce type de méthode ou de conception centrée utilisateur, il faut vraiment être au fait qu'on n'a pas un livrable qui est défini. Et donc, et c'est ça qui est difficile en fait, parce qu'on a certaines entreprises qui sont encore dans ce mode-là où on attend une entrée, une sortie, sauf qu'avec la conception centrée utilisateur, on ne peut pas savoir finalement ce qui va sortir en termes de livrables. Et ça pose encore un problème parce que les entreprises sont pas au courant de cette problématique-là, ils n'y voient pas l'intérêt. C'est vraiment un changement de paradigme qu'il faut continuer à amener, quoi. Finalement, on utilise un petit peu de façon vertueuse le caractère imprévisible de l'humain, quoi. C'est ça, mais à des fins de conception. Oui, c'est exactement ça. François Daquin, vous m'avez dit finalement, pour faire suite au propos de Florian Larue, on n'est pas là pour éviter un échec ou éviter juste un rejet, parce que ça, on est plutôt dans chercher à apporter une différenciation, ce facteur concurrentiel d'un produit plus adapté au public. Est-ce que vous pouvez développer vos propos ?
Je pense qu'aujourd'hui, justement, il y a énormément de produits qui sortent, grand public ou même professionnels. Aujourd'hui, c'est un vrai facteur différenciant d'utiliser l'humain parce que la qualité de l'application qui en sort, elle fait clairement la différence. Et notamment, on parlait donc des progiciels ou même de l'acceptation en fait à l'époque où finalement, il fallait faire avec l'outil, on faisait avec. Il y a, je trouve, quelque chose qui change dans les nouveaux utilisateurs d'aujourd'hui, donc qui sont plus jeunes, qui sont plus immergés dans ces technologies-là. Ils sont habitués en fait au quotidien à utiliser des choses qui sont de plus en plus justement ergonomiques, qui vont être fonctionnelles et qui vont être pratiques. Et donc quand vous vous ramenez dans une entreprise et que vous êtes habitué à votre iPhone qui marche bien et plein d'applications, vous vous ramenez dans l'entreprise, il y a un logiciel ou n'importe quoi qui ne fonctionne pas, tout simplement, je pense qu'il y a beaucoup plus d'exigences qu'il pouvait en avoir à l'époque où on faisait avec. Et aujourd'hui, les nouvelles générations, on se rend bien, c'est quoi ce produit quoi. C'est-à-dire que j'ai un logiciel dans une entreprise qui fonctionne moins bien que mon application pour aller courir. Bon, je caricature, hein, mais donc je pense qu'il y a vraiment une attente qui a changé à ce niveau-là aujourd'hui. Oui. Et donc tout ça, ça veut dire que finalement maintenant, il ne faut plus uniquement aller chercher, alors ça va faire écho aux tables rondes qui vont nous suivre, ça va plus uniquement chercher des compétences, des expertises technologiques fortes, des savoir-faire techniques, mais c'est aussi des savoir-faire sur l'accompagnement finalement et des méthodes particulières d'accompagnement. Marc Bouilly, je crois que c'est un verbe qui est revenu plusieurs fois dans vos propos. À la question justement, est-ce que le rôle clé de l'humain est contesté dans les entreprises? Comment le valoriser? Quelle est la meilleure pédagogie? À vous entendre, vous avez vraiment souligné justement cette part d'accompagnement. D'ailleurs, on peut aussi préciser que vous êtes justement accompagné par le CATI en ce moment sur un projet. On évoquera aussi une collaboration avec Holoforge juste après. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur justement qu'est-ce que vous attendez de cet accompagnement? Pourquoi est-ce qu'il est si important? Donc effectivement, on a démarré des travaux avec le CATI dans le cadre d'un projet région Nouvelle-Aquitaine justement, avec le CATI, l'IMS et puis un autre laboratoire des Hauts-de-France, sur ce thème de l'assistance aux opérateurs, centré autour des facteurs humains, qui est quelque chose de clé pour nous, accompagné évidemment par un écosystème de dispositifs qui vont comme une technologie amenée apporter cette valeur finale à l'utilisateur. Derrière ça, en fait, il y a plusieurs notions. Je pense qu'il y en a deux ou trois. Il y a la conception, centrée utilisateur. Donc ça doit nous permettre, et nous, entreprises, on doit aussi commencer à monter en compétence, à s'approprier des méthodologies. Parce que comme je le disais, des développements où on essaye de penser à l'utilisateur finaux, il y en a eu plein par le passé. À l'époque, on parlait de bon sens. C'est-à-dire que le BSP, c'est ça? Le BSP, voilà. Le bon sens paysan, comme disait, bon sens paysan. Bon sens paysan, comme disaient mes profs de prépa. Enfin voilà, il y a beaucoup de bon sens derrière tout ça. Aujourd'hui, on est capable, parce qu'on comprend mieux les facteurs qui entrent en jeu, de mettre derrière des méthodologies, de structurer en fait des méthodes qu'on va pouvoir ensuite réexploiter pour, dans le cadre d'autres projets, d'autres technologies, d'autres réponses à d'autres besoins, structurer notre démarche et passer d'un mode où j'identifie une technologie, j'essaye de voir si elle fonctionne et ensuite j'essaye de voir si elle apporte de la valeur, à un mode où j'identifie là où il y a besoin d'amener de la valeur et j'adapte le développement technologique et le choix de mes technologies et de mes solutions techniques à la valeur apportée à l'utilisateur final. Et donc l'ambition derrière ces projets, derrière les travaux avec le CATI pour nous, c'est effectivement de monter en compétence sur ces méthodologies de prise en compte des facteurs humains. En revanche, il y a la conception d'un côté, comment je fais une conception centrée utilisateur, mais il y a aussi comment j'accompagne au changement. Parce que on amène de nouveaux usages, on a besoin d'accompagner la montée en compétences. Tout le monde n'a pas d'appétence pour les technologies digitales. Et que ce soit des gens expérimentés ou des nouveaux arrivants dans les entreprises d'un âge moins avancé. Tout le monde n'a pas cette appétence pour la technologie. Et parfois, il y a des questions très saillantes. Par exemple, mon travail est-il une fin ou un moyen?
pourrais-je évoluer dans mon emploi? Serais-je capable de faire un autre métier que celui sur lequel j'ai acquis mes compétences? Donc on voit à quel point, là on est vraiment au cœur de l'humain. Oui, tout à fait. Et derrière l'accompagnement au changement, il y a aussi ça, c'est-à-dire que une entreprise, voilà, se doit d'être profitable, d'être productive. Donc forcément, on se pose toujours la question, à un moment donné, est-ce que la technologie qu'on est en train de me mettre dans les mains est faite pour mieux me contrôler, mieux apporter la valeur à l'entreprise, mais sans penser à ce que moi j'apporte à l'entreprise? Et donc, derrière aussi ces méthodologies d'accompagnement et de montée en compétences, il faut aussi qu'on prenne en compte ces choses-là. Et un homme est différent d'un autre. Chacun va avoir une façon différente d'appréhender la technologie qui va être amenée. Et tout ça, il faut qu'on essaye de le prendre en compte, mais avec les bonnes méthodologies, pour en faire des facteurs de succès, des facteurs de bien-être, des facteurs d'engagement, de motivation, qui à la fin apporteront globalement de la valeur à l'entreprise. Et effectivement, on n'est pas dans une machine qu'on met à un poste pour transformer le poste qui va du coup produire plus. On est dans un truc, quelque chose de plus global qu'il faut pouvoir prendre un peu de hauteur pour bien s'en rendre compte. Et les facteurs d'engagement, c'est pas quelque chose qui est mesurable à la sortie d'un poste de travail en particulier, c'est quelque chose qui a un impact globalement sur l'organisation de l'entreprise. Sinon, c'est mis de côté, c'est laissé à l'écart. Sinon, c'est mis de côté. Et comme je disais tout à l'heure, un outil mis dans la main d'une personne, il est très facile de démontrer qu'il n'apporte pas la performance attendue. Alors, quand j'ai sorti la loupe aussi pour préparer cette table ronde, j'ai essayé de regarder de plus près. Et en discutant avec Florian Larue, vous m'avez fait cette réflexion. Parce que je voulais comprendre vraiment le facteur humain, à quel endroit vraiment ça pouvait apporter une vraie plus-value, et en se posant justement avec un regard scientifique, hein, qui est une des caractéristiques du CATI, justement en s'appuyant sur des travaux de recherche et sur les labos. On m'avait dit, c'est quand on a une activité motrice et une réflexion en même temps. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite séquence de pédagogie là-dessus? Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser aussi l'auditoire, ouais. Parce qu'on peut aussi se poser la question de finalement ce rôle clé de l'humain dans les systèmes numériques innovants, comment l'appréhender, comment faire de la conception. On en a un petit peu parlé, mais très concrètement, là, j'ai l'impression qu'il y a une belle fenêtre de tir pour justement ces compétences-là et être attentif à ça. Je vais répondre et puis je pense que tu auras une réponse à apporter sur la partie réalité mixte. Ouais, en fait, y a un point important qu'il faut prendre en compte, c'est tout ce qui est lié à l'interaction en machine. C'est quand je manipule une technologie ou un outil, j'ai une activité motrice et en fait, il est démontré dans la littérature scientifique que cette activité motrice, elle va avoir un impact sur notre charge mentale, sur la façon dont je vais appréhender le système et ces choses-là. Et donc l'interaction homme-machine, elle est vraiment ultra importante à prendre en compte dans la conception du système. Cette interaction homme-machine, il faut la designer en fonction de l'utilisateur que vous avez en face. Je peux donner des exemples. Vous avez des personnes âgées et des personnes jeunes. Il y a des problèmes de mémorisation il y a des différences de mémorisation sur ces personnes-là, enfin sur cette population-là. Et donc, quand je conçois mon système, quand je présente des informations, la façon dont je présenter les informations ne doit pas être la même et doit être adaptée finalement à la cognition et à l'activité que je vais avoir en face. Donc voilà, plus j'ai d'activité motrice en fait, et plus les process cognitifs qui sont mis en place pour utiliser le système peuvent être perturbés. Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut avoir une réflexion sur le niveau d'activité motrice que je vais mettre en place dans mon système. Voilà. Et je pense que c'est particulièrement vrai dans tout ce qui est réalité virtuelle et réalité mixte. Voilà. Oui, François Daquin voulait rajouter quelque chose. Oui, en fait, il y a un gros paradoxe d'ailleurs dans la réalité mixte, c'est que ça paraît toujours magique. Et par exemple, dans de la formation ou même de la culture, on utilise la réalité mixte. Très souvent, faire une démonstration ou former quelqu'un en réalité mixte prend plus de temps quasiment que de le faire en fait de manière réelle, parce qu'en fait c'est un nouveau paradigme, c'est des nouvelles conventions qu'on n'a même pas. Donc vous mettez n'importe quoi, donc on travaillait avec des chefs de chantier ou des grutiers qui n'ont pas du tout les codes du jeu vidéo, donc que nous on a l'habitude de faire. Vous leur mettez un casque sur la tête, vous leur mettez des hologrammes, rien que déjà il faut qu'ils comprennent ce que c'est un hologramme. Donc vous êtes attends, c'est peut-être moi qui le tiens mal. On est en train de
vouloir former quelqu'un, donc d'utiliser la technologie pour améliorer justement le transfert de compétences, et finalement la personne elle est déjà en train de comprendre un hologramme et on le rate. Donc on a eu souvent ce genre de cas en culture où on met un casque sur la tête des gens, on explique quelque chose et on se rend compte que dans les premières secondes, la personne n'enregistre pas les informations parce qu'elle était en train de comprendre ce qui se passait. Parce que la technologie était déjà en train de lui prendre toute sa charge et de passer à côté. Donc voilà, c'est un exemple très précis à quoi les facteurs humains servent, c'est notamment cette histoire de mémorisation, perception et d'attention, qui sont des choses qu'on ne voit pas, que l'utilisateur ne va pas forcément vous donner en fait, et qui pour moi en fait est transmis par les sciences cognitives, en tout cas l'étude des sciences cognitives. Oui. Alors Marc Douillet, vous m'avez dit aussi quelque chose de très important, vous m'avez dit bon, c'est très bien d'aider quelqu'un à avoir moins mal au dos quand il fait une tâche pénible, de l'aider peut-être à un exosquelette, mais quand on essaye de répondre à un besoin d'information et que finalement on va le saturer, ben là on est complètement contre-productif, quoi. Oui, tout à fait. Donc effectivement, pour un utilisateur, un opérateur, comprendre que mettre un exosquelette, parce que la charge est lourde, ça va lui donner moins mal au dos, c'est quelque chose qui va l'aider, et donc il va être effectivement tout de suite enclin finalement à mieux accepter cette assistance, puisqu'elle est évidente. Quand on essaye d'apporter de la formation à quelqu'un qui sait faire son métier, on va vite se poser la question de savoir, on va se rendre compte qu'à un moment donné, on risque de tomber dans le travers du pilotage par l'information, c'est-à-dire que quel niveau de granularité d'information il faut lui donner, est-ce que je lui donne chaque tâche, et donc on devient un automate intelligent qui réagit finalement à chacune des tâches qui me sont données. Est-ce que je dois lui apporter tout un tas d'informations sur ce qu'il est en train de faire, sur ce qui est en train de se passer, ou est-ce que je dois au contraire, au moment où il a besoin de cette information-là, être capable de lui apporter la bonne information au bon moment, ce qui est plutôt le thème sur lequel j'aurais tendance à militer, c'est-à-dire que comprendre par de l'hésitation ou des choses comme ça que la personne va avoir besoin d'une information particulière en lien avec la tâche qu'il est en train de réaliser, c'est quelque chose sur lequel on se dit qu'il y a peut-être plus à apporter, parce que c'est là où il va ressentir finalement une réelle assistance. Là où en fait, si on le surcharge d'informations, on est en lien avec la charge mentale. C'est que où est-ce que je dois regarder? Je suis en train de faire un truc, mais en fait, en même temps, il faut que je regarde l'écran pour m'assurer que ce que je suis en train de faire est bien en raccord avec l'information qui m'est importée. Enfin, ça devient très compliqué, et en termes de charge mentale, c'est difficile à gérer, je pense aussi. Ouais. Donc là, on voit, on est quand même sur un problème assez ardu, qui est à la fois un peu technique, qui relève aussi sans doute des sciences cognitives. Et ce problème, ça répond aussi à un besoin profond finalement de l'industrie auquel s'attaquent le Holoforge et le CATI, si j'ai bien compris. Vous allez nous en parler, messieurs. C'est-à-dire que, et puis il y avait aussi cette idée dont je voulais partager ça aussi avec la salle, c'est permettre aux PME finalement d'avoir accès aussi à ces talents, à ces considérations sur le facteur humain, parce que bon, Stelia, vous êtes un grand groupe, vous avez peut-être une vision et des besoins particuliers, puis aussi des capacités. Mais le projet finalement CATI Holoforge, ce que j'ai compris, c'est qu'il s'agissait de concevoir des aides à la conception, des guidelines. Est-ce que, Florian Larue, vous pouvez nous en parler un petit peu plus, s'il vous plaît? Oui, alors le projet, c'est un projet région collaboratif qui a été monté, mais ça fait 1 an qu'il a été monté. L'idée, en fait, c'est d'essayer de démocratiser en fait, l'accès aux technologies de réalité mixte en se centrant sur finalement le facteur humain et l'interaction homme-machine. Alors je vais un peu plus développer. Aujourd'hui, moi, ce que je perçois depuis pas mal de temps, c'est que des casques de réalité virtuelle, des casques de réalité mixte, il en sort tous les mois. Mais on peut me dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, je ne vois pas une explosion du marché et des usages. Alors, ça arrive petit à petit, mais ce n'est pas une explosion. Il faut savoir que la réalité virtuelle, la réalité mixte, ça existe depuis plus de 50 ans, en fait. Ça vient pas enfin, ça fait pas 10 ans que ça existe comme on le voit aujourd'hui. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la techno, elle est là, elle est mature, mais le problème, c'est la façon dont on intègre l'humain là-dedans.
Dans ces technologies, il y a besoin de connaître les capacités de l'humain et ses propriétés physiologiques, motrices et cognitives. Il y a plein de choses en fait qui font, surtout dans ces technologies, parce qu'il y a une notion de perception de la profondeur, il y a plein de choses qui font qu'il faut comprendre l'humain pour bien concevoir les systèmes de réalité mixte et réalité virtuelle. Et donc avec Holoforge, on prend un peu le parti de réfléchir à comment est constitué l'humain, quelles sont les propriétés physiologiques, cognitives, motrices, à prendre en compte pour mieux designer les applications de réalité mixte. Donc on ne part plus de la technologie, mais on part vraiment de la façon dont l'humain doit être intégré dans les technos. L'idée derrière, ensuite, c'est d'arriver à créer des guidelines de conception qui auront été validés scientifiquement par notre collaboration pour qu'il y ait une meilleure acceptabilité de la réalité mixte. Alors, François Daquin, vous m'avez dit que vous cherchiez aussi une forme d'accréditation scientifique par le CATI, mais surtout vous avez eu une phrase très forte, je trouve que c'est une très belle phrase qui illustre bien d'ailleurs cette journée, bravo de l'avoir trouvée. Vous m'avez dit il s'agit de casser le mur de la recherche et de l'ouvrir à l'entreprise. Est-ce que ça sous-entend que finalement, quand on est une PME, c'est un petit peu compliqué de dédier quelqu'un à la conception centrée utilisateur et que du coup, peut-être qu'on va avoir besoin d'une boîte à outils, c'est ça l'idée ? Oui. En fait, moi, ça fait longtemps que je m'intéresse aux sciences cognitives. Alors, je ne suis pas du tout ingénieur cogniticien, donc chez nous aussi, c'est quelque chose qu'on aime bien. C'est que quand on ne sait pas, on appelle des gens qui savent. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec le CATI sur cette partie-là. Et moi, ça fait longtemps que je m'y intéresse. Et j'ai vu très rapidement, en allant dans le monde de la recherche, cette espèce de mur où, à la recherche, voilà, vous avez un protocole à réaliser. Pour vraiment être efficace, il faut suivre un ensemble d'étapes qui étaient souvent inadapté en fait au quotidien de l'entreprise, c'est-à-dire au pragmatisme de j'ai un budget, j'ai des délais, il faut que j'ai une rentabilité notamment, et ça fonctionnait pas en fait, tout simplement. On essayait de mettre en place des process, la recherche dit non, vous faites à moitié, donc vous faites mal. Nous on était là, bah oui, mais on peut pas, et en même temps, donc finalement les dirigeants, bah, vous n'arrivez pas à vous entendre, on fait rien. Et donc là avec le CATI, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à avoir cette dimension de ok, on garde un processus scientifique, donc validé, qui est pérenne et qui va être intelligent, et qui est quand même adapté à la réalité. Et donc on voit souvent ça comme une forme de boîte à outils où on sait la théorie, il y a un ensemble d'étapes, on connaît en face le délai, le budget et justement les combats qu'on va mener qui ont un vrai retour sur investissement, et on va choisir ces outils-là et ces guidelines pour justement avoir de la vraie valeur ajoutée. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, où dans une entreprise aujourd'hui, le plus important, c'est votre retour sur investissement. Et longtemps, les sciences cognitives, la recherche, on ne pouvait pas le mesurer. Aujourd'hui, moi, quand j'ai mon PDG qui me demande des comptes, je dois en face des métriques, en fait. C'est-à-dire vraiment qu'est-ce que j'ai gagné dans cet euro investi, qu'est-ce que ça m'a rapporté derrière. Donc, disons-le aussi clairement, vous allez publier quelque chose aujourd'hui qui n'existe pas encore. C'est un vrai besoin, il y a un vide, je veux dire, en termes de standards, en termes de normes professionnelles dans ce sujet-là. Ben oui, parce que ce qu'on a observé, c'est qu'il n'y a aucune convention, il n'y a aucune guidelines, ou alors il y a quelques principes qui sont très généraux. Mais il y a aujourd'hui dans cette littérature, dans ce nouveau paradigme qu'est la réalité mixte, alors maintenant il y a la réalité mixte, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, là on parle du métaverse. La réalité étendue. La réalité étendue, le spatial computing, en fait il y a des mots partout qui sont souvent des démarches marketing plus que vraiment de la réalité. Aujourd'hui c'était important pour nous de trouver une base saine qu'on peut communiquer et qui peut permettre à plein de gens de l'accepter, parce qu'effectivement une petite PME ou même une entreprise de taille moyenne, nous on est 250 aujourd'hui, elle n'y voit pas la valeur ajoutée et elle va avoir peur, donc les personnes qui sont à l'intérieur ne vont pas l'utiliser. Donc nous on essaie de faire en sorte qu'on ait un framework avec lequel travailler pour pouvoir un peu commencer à travailler avec des bonnes pratiques, tout simplement. Marc Delis, vous voulez réagir ? Oui, ça me fait quelques réflexions. Il y a aussi d'autres phénomènes qui entrent en jeu derrière. Et je pense que le fait d'essayer de standardiser un petit peu cet aspect procédure de développement, voire même donner les moyens aux entreprises finales de développer leurs propres outils, peut aller dans le bon sens. Ce qui est difficile pour nous aujourd'hui, dans tout ce monde-là, il y a énormément d'acteurs
Si on prend juste l'exemple de la réalité augmentée avec les casques Microsoft HoloLens, il y a beaucoup d'acteurs qui ont développé des petits outils pour un certain nombre d'entreprises et puis qui derrière cherchent à développer leur entreprise autour de ces outils qu'ils ont essayé de développer. Et puis quand ils vont voir, que ce soit des grands groupes ou des PME, hein, même si les moyens peuvent être un peu différents, derrière on essaye de regarder si effectivement ce dispositif, enfin ou cet usage qui a été développé au travers de cette technologie-là peut répondre éventuellement à un besoin. Le problème, c'est quand on répond à un besoin sur un poste en particulier, ça demande déjà un certain investissement. On va essayer de construire un ROI qui n'est pas facile à construire avec de la réalité augmentée, hein, parce qu'en fait on dépense beaucoup d'argent à apporter une information qu'on apporte aujourd'hui d'une autre manière, sans dépenser cet argent-là. Et donc ça veut dire que ces dispositifs que je vais acheter et le développement logiciel associé, je dois pouvoir le réexploiter par ailleurs dans d'autres cas. Et dès qu'on parle d'adapter des développements logiciels qui ont été faits pour un usage en particulier à un autre usage qui est autre chose, il faut réinvestir ou aller revoir une autre entreprise qui va alors nécessairement revendre un développement ou une technologie ou un dispositif qui est adapté à cet autre usage. Et donc on se retrouve là avec un nombre de solutions offertes qui est juste monumental, mais avec la difficulté d'arriver à bien choisir et à bien exploiter les possibilités offertes par ces outils-là qu'on va à un moment investir. C'est beaucoup d'argent à dépenser dans le numérique pour réussir à capitaliser et apporter de la valeur à l'entreprise, quoi. Cette fameuse business value dont vous parliez tout à l'heure, ou ce retour sur investissement, ces comptes à rendre, entre guillemets, à la direction. Et tout ça, ça m'évoque un peu cette loi de Pareto, j'ai l'impression, sous laquelle tombe la discipline des facteurs humains. Florian Larusse, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que finalement on va souvent rencontrer 20% seulement des fonctionnalités qui vont être utilisées par les utilisateurs, et elles vont souvent être mal utilisées parce que pas bien adaptées, et donc il va falloir plutôt se concentrer sur ces 20% de fonctionnalités, et à partir de là on va essayer de justement générer 80% de la satisfaction. Est-ce que c'est un peu grossier ou Ouais, c'est un peu grossier, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est qu'aujourd'hui quand on part dans du cycle en V, on a beaucoup de fonctionnalités des usines à gaz, et il faut arriver à... Et généralement on a 20% des fonctionnalités qui sont utilisées, et les 80% finalement l'utilisateur il s'en fout, quoi. Et donc l'idée de la conception centrée utilisateur, c'est vraiment de se concentrer sur ces 20% et de l'intégrer constamment dans le cycle de développement pour s'assurer que ces 20% qui sont les fonctionnalités qu'il veut utiliser soient utilisables et acceptées au final, quoi. Voilà. Et je voudrais juste, je voulais préciser quelque chose par rapport à ce que disait François tout à l'heure sur les laboratoires et la recherche. En fait, le CATIL est vraiment là pour ça, pour transférer en fait les technologies ou méthodologies qui sortent des laboratoires de recherche et les rendre industrialisables. Ce qui se passe, mais c'est pas négatif, hein, ce que je veux dire, mais c'est que dans les labos de recherche, il y a des choses qui sortent et qui sont très contrôlées, mais pour avoir ce process scientifique, en fait, cette validité scientifique, c'est une obligation de travailler comme ça. Et c'est vrai que quand on sort ces technologies des laboratoires, c'est difficilement applicable et généralisable au domaine industriel. Et c'est là que le CATI intervient, en fait, c'est de prendre ces technologies, de monter cette maturité, en fait, de lever les verrous techniques, scientifiques qui ne sont pas encore levés pour arriver à les rendre industrialisables et ensuite les transférer aux entreprises. Voilà. Donc c'est très complémentaire en fait au laboratoire de recherche. Et c'est ce qu'on met en place dans le projet HoloForge. Alors, Marc Douilly, je pense que c'est important aussi de le rappeler, et vous l'avez dit très clairement, vous m'avez dit la technologie est là au service de l'humain, et pas le contraire, il ne faut pas se tromper. Sous-entendu, il peut y avoir aussi des conséquences sociales. Et avec François Daclin, on a eu un échange aussi, on a eu des considérations sur des questions éthiques aussi, hein, puisque finalement, quand on place l'humain, quand on accorde à l'humain un rôle clé dans la conception des systèmes innovants, on fait remonter beaucoup de choses et parfois on apporte aussi beaucoup de clarté. Finalement, on voit ce qui est légal, mais on voit aussi ce qui est moral, et donc aussi on voit ce qui n'est pas. Les conséquences sociales, Marc Douilly, quel est ce juste équilibre entre
technologie et humain, est-ce que justement cette conception des systèmes numériques innovants qui accordent un rôle clé de l'humain, est-ce que ça permet justement d'avoir une approche plus sereine sur tous ces sujets? Je ne suis pas sûr qu'on ait encore aujourd'hui tout à fait bien la conscience et la connaissance de tout ce sujet-là et des impacts qu'ils vont avoir. En tout cas, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. On parlait de l'automatisation tout à l'heure, enfin, c'est un bon exemple et c'est une question qui revient toujours quand on met un système automatisé quelque part. La question de la valeur apportée, de la transformation des métiers, enfin, des impacts que ça peut avoir et de l'accompagnement au changement, à la montée en compétences qu'il faut de toute façon avoir. Et dans les systèmes numériques, c'est d'autant plus vrai. C'est-à-dire, quand on va apporter de l'information, on va peut-être devoir mettre des capteurs, on va peut-être devoir instrumenter, monitorer, ce genre de choses. Est-ce que, quand une entreprise fait ça, c'est quelque chose qui est destiné à mieux contrôler ou à mieux assister? Enfin, je pense que la frontière, elle est quand même assez fine. On est sur une ligne un peu fragile. Et en permanence, il faut se poser ces questions-là, parce que les questions, de toute façon, vont venir par les partenaires sociaux, par tout ça. Il faut qu'on les prenne en considération très tôt dans le développement pour pouvoir avoir bien conscience et prendre la pédagogie et le temps qu'il faut pour déjà bien apporter la bonne valeur, pas se tromper de sujet, et puis aussi emmener les gens avec nous sur ces sujets-là. Donc je pense qu'on est quand même sur une ligne assez fine et fragile, et on peut assez vite basculer d'un côté de surcontrôle, parce que ça apporte de l'information. Enfin, l'information dans une entreprise, la faire remonter à tous les échelons de la hiérarchie, c'est aujourd'hui dans le monde de la data, c'est formidable. Ça ouvre un terrain enfin, extrêmement riche de capitalisation de ce qui se passe sur le terrain. Voilà, donc il faut se poser ces questions-là pour prendre en considération très tôt l'impact social de ce genre de développement dans nos environnements. Ne pas se tromper de sujet, se poser les bonnes questions. On voit que c'est des questions vraiment très importantes pour les entreprises. Sensible aussi. Et finalement, est-ce que ce n'est pas un des premiers bénéfices de ces méthodes et de ces approches que celui justement déjà d'éviter de dépenser son argent sans résultat? C'est quand même une sacrée promesse pour les entreprises. Est-ce qu'on est tous d'accord un peu là-dessus? Est-ce que c'est ça, cette promesse qui peut être attendue justement de placer l'humain au cœur de la conception? C'est justement on veut éviter de dépenser son argent sans résultat. Si c'est moi qui dois répondre. Si vous voulez, ou si quelqu'un d'autre veut s'emparer. Enfin, je rejoins assez ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que quand on investit dans un sujet, on espère toujours qu'il va porter ses fruits. Partir du principe qu'un sujet va forcément être un succès, c'est un peu risqué. Et donc quand on investit, il faut aussi qu'on investisse étant conscient de la part de risque dans laquelle on s'engage. Et un échec peut toujours être vu comme un échec ou un succès, c'est ce que François a dit tout à l'heure. Et je pense qu'il faut simplement mieux mesurer aujourd'hui ce qu'on est prêt à perdre, mais aussi surtout ce qu'on est prêt à gagner en s'engageant dans un sujet. On va apprendre de toute façon. Et donc, apprendre ce qu'il ne faut pas faire, apprendre ce qu'il ne faut pas faire, c'est déjà un résultat. Et le fait qu'un sujet potentiellement finisse au placard au bout de 2 ans, c'est un résultat. Ça veut dire qu'on a compris que ce n'était pas la bonne voie. Et que donc il y a un autre chemin à prendre pour réussir à en faire un succès. Je pense que c'est vraiment une autre façon d'aborder justement la conception. C'est qu'aujourd'hui on pense beaucoup de technologie et là on voit que ça fonctionne parfois mal. Et donc l'idée c'est de prendre une autre approche qui est l'idée de passer par les usages et de mieux comprendre l'humain pour essayer de valoriser en fait le produit qui a été développé et puis espérer qu'il soit mieux vendu parce que mieux accepté par l'humain, quoi. Prendre le temps de comprendre les utilisateurs finalement, c'est ça, quoi. Ouais. Alors on arrive maintenant à cette conclusion que je vous avais promise sur le no bullshit. François Daclin, vous m'avez dit, nous on en a fait une culture, le no bullshit. On travaille pour des projets fonctionnels, on se méfie de l'intellectualisation des sciences cognitives. Il faut que tout le monde se l'approprie, quoi. En fait, on n'est pas là pour faire du snobisme, hein, c'est ça l'idée. On est là, il faut que tout le monde puisse comprendre ce dont on parle, parce que c'est des enjeux clés.
Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai un peu rien fait. Donc j'ai envie de dire, comment vous, est-ce que vous faites? C'est toujours bon, j'aime bien, tu donnes les conclusions à la personne avec les meilleures punchlines. En gros, nous on vient de l'industrie du jeu vidéo. On se fait même, je pense, une joie d'essayer d'être les plus vrais possible, de ne pas mettre les formes, d'éviter l'intellectualisme ou le vocabulaire un peu trop complexe, puisque le but c'est que ça soit simple pour tout le monde. Et moi, c'était par expérience où j'ai trop souvent été snobé parce que pas ingénieur cogniticien, parce que... mais si j'ai bien compris, vous êtes diplômé de BSP, c'est ça, Marc Douillet, vous confirmez? C'est le bon sens populaire, finalement. Le bon sens paysan, pardon. Ce qui est rigolo, c'est que mon père est agriculteur, donc il doit avoir un peu de ça. Et voilà. Mais ouais, voilà. Mais moi, j'ai un parcours qui est atypique. Et par contre, on a la conscience que les sciences cognitives peuvent apporter quelque chose. Donc nous, on aime bien aller voir les personnes et dire OK, travaillez avec nous pour nous apporter ce savoir-là. Mais souvent, encore une fois, que ce soit par le domaine ou parce que on n'est pas du milieu, on se confrontait à ce mur et à cette espèce d'élitisme qui freine des PDG. Enfin, moi je l'ai vu, des responsables d'entreprise qui se disent OK, non, moi j'ai en face au moins un mec qui est en train de me la mettre à l'envers. Les facteurs humains, le cerveau, tout ça, c'est bon, il n'y a pas besoin, c'est inutile. Et je pense que c'était en grande partie dû à justement ce que je trouve être de l'élitisme qui est souvent valu parce que je vais me faire des ennemis ce soir, mais parce que dans le milieu de la recherche qui est très fermé, il y avait toujours ce côté un peu présent, quoi. Et donc j'aime beaucoup, moi, casser les choses. On aime bien ramener les deux pieds dans le plat. On vient, on n'a pas notre chemise, on a notre vocabulaire à nous et on essaie de faire en sorte que ça fonctionne et que ça suive l'humain. Je peux que adhérer à ce que tu dis. Hein. Les sciences cognitives, on utilise toujours des mots compliqués que les gens ne comprennent pas. Et moi, un des travaux qu'on a au CATI, c'est aussi de sensibiliser et d'arriver à démocratiser en simplifiant le discours. Parce que clairement, si on continue à parler avec les mots de la science, ça ne fonctionnera pas. On n'arrivera pas à intégrer mieux le facteur humain et à mieux se faire comprendre, mieux comprendre l'intérêt que ça a derrière. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mais surtout que c'est s'intéresser à l'humain et la recherche devrait s'intéresser à l'humain en face de lui et comprendre que il faut se mettre aussi à son niveau pour qu'elle comprenne et le faire accepter encore plus en fait. Très bien. C'est pas parce qu'on est tous équipés d'un cerveau, enfin il paraît en théorie, qu'on sait comment ça fonctionne, quoi. C'est ça l'idée. Déjà aujourd'hui, arrête-moi si je me trompe, même dans la recherche en cognition, on connaît pas encore grand-chose. Il y a énormément de choses à découvrir. Enfin, on connaît plein de choses, mais il y a encore énormément de choses à découvrir. Donc oui, complètement. Marc Douillet, un dernier mot de la fin peut-être, ou une conclusion. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment est-ce que vous voyez les mois ou les années à venir sous l'angle justement de cet humain auquel on donne un rôle clé dans la conception de projets innovants? Moi, j'ai envie d'y croire. Je suis très content qu'on puisse faire ce chemin avec le CATI dans les quelques années qui vont venir dans le cadre de notre projet collaboratif. Je dirais, j'attends de voir aussi. En tant que bon industriel, je veux bien y croire. Je suis convaincu que c'est un bon chemin. Il va falloir que j'en convainque mes patrons. Parce que moi je suis aussi en amont de les utilisateurs aussi, et les utilisateurs aussi. Alors eux seront peut-être les plus faciles à convaincre, je dirais, si on leur amène dans les mains des choses qui fonctionnent et qui leur apportent de la valeur. Mais il faudra aussi convaincre toute la chaîne supérieure qu'effectivement travailler là-dessus, prendre ça en considération dans les développements, ça peut peut-être des fois paraître coûter plus cher. Il est peut-être pas facile de bien mesurer le retour sur investissement que ça va apporter, mais c'est un chemin. Ils le font, enfin on le fait sur la formation. On dit aujourd'hui la formation des gens, c'est quelque chose qui est fondamental pour une entreprise. Et demain, la prise en compte des facteurs humains dans les développements technologiques et les méthodologies associées surtout. Enfin c'est pas de la sorcellerie. Je pense que derrière ça, on est capable aujourd'hui de formaliser des méthodologies. C'est ça moi que je retiendrai de ça, c'est quelle méthodologie on formalise pour pouvoir être réexploité, réutilisé dans les entreprises, pour pouvoir mieux développer, mieux prendre en compte les facteurs humains dans le développement et l'innovation. Merci Marc Douillet, c'était le mot de la fin, on peut les applaudir. Merci monsieur pour votre participation. Une petite pause avant la prochaine table ronde sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup.